Bienvenue tout le monde, bienvenue Enzo, tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi? Super. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Resell. Aujourd'hui, du coup, comme vous l'avez vu, on accueille Enzo, qui est du coup le fondateur de Casual Area. Donc, moi, je t'ai connu comme ça, je t'ai connu en fait sur Instagram parce qu'il a une boutique en ligne qui s'appelle Casual Area, dans laquelle tu vends beaucoup de Stone Island. Moi, ça m'avait choqué à l'époque parce que tu vendais énormément du Stone Island. Tu en avais en stock, en stock, en stock. Et aujourd'hui, du coup, tu nous expliqueras. Tu vends beaucoup plus en boutique physique. La boutique s'appelle Archive, si je me trompe pas. Donc, ça, c'était pour en faire un peu le contexte aux gens. Donc on va vraiment s'intéresser à tout ça aujourd'hui, ta boutique, comment tu gères aussi, etc. avec les articles. Donc voilà, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bah moi c'est Enzo. Du coup, je suis fondateur, mais je suis cofondateur puisqu'on est plusieurs associés dans l'équipe de Casoleria et de la boutique Archive. J'ai 25 ans, j'ai terminé mes études il y a 2 ans. Et voilà, maintenant je suis à plein temps sur le projet. Ok. Et comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Tu t'as déjà fait de l'achat-revente avant ou Ouais, pour la suite logique de ce qui s'est enchaîné, c'est qu'on a commencé avec des amis à acheter en braderie et à revendre ensuite d'abord sur Rennes, donc via Instagram. c'était quand ça? Parce C'était que en je crois que ça fait très longtemps, hein. 2015, je pense, un truc comme ça. Je sais 2015? même pas si Vinted existait. En tout cas, on ne revendait pas sur Vinted. Euh, Même nous, on achetait aussi un peu sur le Bon Coin. Ok. Il n'y avait pas de paiement en ligne d'ailleurs via la plateforme, donc c'était t'envoyais un chèque, tu savais pas si tu allais recevoir ton article derrière, mais il y avait peu d'arnaques, donc c'était cool. Et ouais, donc on a commencé comme ça. Moi, j'ai fait de l'achat-revente d'abord solo, mais avec des amis. Et ensuite, on a développé le truc à fond. Ok. Donc au début t'étais allé en braderie, c'est ça? Tu vendais quoi? Comment tu faisais quoi? En vrai, on prenait un peu tout. Ce qui fonctionnait bien, c'était tout ce qui était sportswear. Donc, en vrai, même Umbro, Lotto, Fila, Champion. Et on allait un petit peu sur des articles un peu plus premium, mais Ralph Lauren, Lacoste, etc. Tout ce qui fonctionnait bien. On n'avait pas testé Levi's à l'époque, mais ça aurait été cool. Je pense que j'ai dû en voir pas mal passer et j'ai loupé des trucs. Hmm. Mais ouais, on prenait un petit peu tout ce qui était en bon état, ce qui nous plaisait, ce qui avait des logos, et sportswear surtout. Et tu vendais pas sur Vinted du coup? Non, je ne sais même pas si ça existait. En tout cas, c'était pas aussi implanté que maintenant. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé un compte Instagram où les publications faisaient office d'annonce. Hmm. Et on ciblait vraiment Rennes. Et du coup, en fait, si tu voulais acheter l'article qu'on avait mis en photo, euh, c'était une remise en main propre sur Rennes. Et parce que je suis rennais de base. Ouais, mais du coup on l'a compris, ouais. Ouais. Et du coup, tu faisais forcément parce que à l'époque Instagram c'était pas comme aujourd'hui où tout le monde bah du coup se professionnalise avec Instagram. Maintenant il y a beaucoup de profils pro, toutes les boutiques maintenant bah c'est dessus qu'il faut être. Mais toi à l'époque c'était pas vraiment la méta en soi. Non, du Tu tout. vendais à des gens que tu connaissais, c'était du bouche à oreille, c'était quoi? Ouais, bouche à oreille. Après, on a fait quelques concours qui fonctionnaient hyper bien du coup à l'époque également. Ah ouais. Je sais plus les stats, mais on avait juste mis à gagner un pull champion qu'on avait touché peut-être 2 euros Hmm. en braderie. Ça a fait des stats énormes et en vrai, on gagnait beaucoup d'abonnés comme ça. Et donc, ouais, on ciblait d'abord Rennes. Et effectivement, on était un peu les premiers dans le sens où bah, les marques en elles-mêmes n'étaient pas forcément sur les réseaux sociaux ou très peu. Du coup, nous, on était vachement actifs dessus. Il y avait beaucoup moins d'outils qu'aujourd'hui. Genre, il n'y avait pas les stories, il n'y avait pas les stories la une. Les publications, je crois que quand on a commencé, il n'y avait qu'une image de. On pouvait mettre qu'une image sur Instagram. Du coup, on était assez limité, mais d'un point de vue visibilité, c'était cool quand même. T'as commencé à 15 ans à peu près, ça veut dire? Ouais, 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 Putain. assez jeune. Ah ouais. Pour l'anecdote, c'était ma mère qui m'avait dit qu'il y avait toujours des trucs sympas en braderie, des trucs de marque, etc. Et quand j'y suis allé, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y avait aucun revendeur quasiment, donc c'était cool. D'accord. Donc tu t'as commencé par tout ce qui était de la référence classique. Aujourd'hui dans ta boutique, qu'est-ce que tu vends? Nous, on est sur des. Alors maintenant, on s'est élargi, on est aussi sur des sneakers, mais on est sur des vêtements et sneakers premium ou limités. Euh, Quand je dis premium, on peut aller sur du Arte, qui est la marque là, entre guillemets, la moins chère qu'on propose actuellement, jusqu'à du Louis Vuitton, du Moncler, du Dior, plus en sneakers. Mais Moncler, sur la partie vêtements, en tout cas, c'est quasiment ce qu'on a de plus cher. Mais on va chercher tous les articles qui nous plaisent bien et qui sont assez qualitatifs. D'accord. Donc vous avez fait quand même bah, vous avez vachement une évolution finalement en termes de gamme d'articles. Ça c'est la transition, elle s'est passée où à peu près? Euh, du coup, avec la page Instagram qu'on avait au moment donné où on vendait juste du vintage avec un peu de tout, ça s'appelait RFC Marketplace, donc Rennes Free Clothing et Marketplace. Et
pendant mes études, nous, enfin, on a tous bougé, en fait, on était plusieurs amis, on a tous bougé un peu à droite à gauche, et donc on a arrêté ce compte Instagram, mais qui nous avait quand même beaucoup plu et beaucoup apporté. Le fait d'avoir une communauté, c'était vraiment plaisant. Le fait de vendre, de faire de l'argent, forcément, c'était cool aussi. Et donc on a arrêté quasiment 1 ou 2 ans pendant nos études. Moi, je suis parti sur Angers faire un DUT TC, technique de commercialisation. Et quand je suis revenu sur Rennes, j'avais vraiment envie de reprendre cette chose-là. Mais nos goûts, ils avaient évolué. Donc nous, on vendait ce qu'on portait, hein. Et là, on était plus dans le premium déjà en 2000. Je pense que Casual, on a dû le créer en 2017 ou 2018, je ne sais plus tellement. Mais on achetait, on revendait de notre côté. Mais on avait envie de nouveau recréer une communauté. Et donc, ouais, à peu près après mon DUT, on s'est dit, vas-y, on reprend. On a repris RFC Marketplace, c'était nul, parce qu'on n'avait pas la même cible. On était passé de personnes qui achetaient Ouais, notre panier moyen, ça devait être 25 euros, quoi. Et là, on passait à un panier moyen de 100, ou 110, 115 ou 120, quoi. pas la même Euh, clientèle. Pas du tout. Donc, grosse erreur d'avoir repris le compte et d'avoir posté dessus, parce que franchement, d'un point de vue engagement, c'était horrible. Euh, et donc, du coup, mais on avait quand même, je crois qu'on avait quasiment 8000 abonnés dessus. Euh, et on a quand même fait le choix de tout recommencer dès le début. Donc avec Casual, on est reparti de zéro. C'était plus dur au début, parce que les concours fonctionnaient moins, qu'on ne connaissait pas du tout. Et que cette fois-ci, on visait plus du national, pas juste une communauté rennaise. Et du coup, on est reparti de zéro. On a fait des pubs, enfin des pubs, on a partagé le compte sur des groupes Facebook, sur Instagram, etc. Enfin, on faisait un peu partout. Et après, je raconterai la suite, mais on a pas mal évolué depuis. D'accord. Je réagis, je rebondis sur un truc. Tu parlais que bah, du coup, forcément, vendre des articles à 20 euros et maintenant vendre des articles à 100 euros, c'est pas du tout la même clientèle. Toi, c'est un truc que tu as vraiment ressenti finalement. Ouais, de fou. Ouais. Parce que vu que nous, c'est vraiment, on vend au sein d'une communauté avant tout, c'est un peu plus différent maintenant, mais en tout cas là, Casual, c'était vraiment une communauté, RFC Marketplace avant aussi. Mm. Faut qu'elle soit en accord avec les produits que tu vends. Ouais, c'est sûr. Bah nous, tu vois, à notre échelle, nous qu'on vend sur Vinted, on le sent aussi, tu vois, que la clientèle c'est pas du tout la même. Alors maintenant, je vais poser du coup quelques petites questions sur ça, mais la question bateau, c'est est-ce que ceux qui achètent des produits à plus de 100 euros, 50 euros, 200 euros, tu sais, ils sont un peu moins chiants, je dirais, un peu moins négociateurs, un peu moins, tu vois, plus à acheter direct que des personnes qui vont acheter des choses à 20 euros, 15 euros, 30 euros, etc. Ouais. Enfin, nous, on a deux types de clients. On a des clients qui s'en fichent un petit peu si c'est un peu plus, enfin, qui a des défauts, on va dire. Même si on essaie de le moins possible en proposer, comme ça, bah, on touche tout le monde et personne ne se pose la question. On a des clients qui sont OK de payer quelque chose un peu moins cher, mais avec une tâche, qui essaient d'enlever de leur côté. Et par contre, on a d'autres clients qui sont encore pas hyper à l'aise avec la seconde main, mais on va quand même les toucher, ces gens-là. Euh, et du coup, eux, il leur faut quelque chose quand même qui est nickel. Alors qu'on leur montre vraiment que ça se rapproche du neuf. Et c'est ce qu'on essaie de proposer. Donc ouais, il y a une différence. Et à l'époque, je sais que les clients qui nous achetaient des choses à 25 euros étaient un peu plus relous que ceux qui achetaient avec un plus gros panier, effectivement. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, je le ressens beaucoup, et on le ressent beaucoup. C'est vrai qu'augmenter son panier moyen, finalement, t'attires pas du tout la même clientèle, et c'est une clientèle qui est beaucoup plus consciente, qui négocie moins, et donc finalement, en fait, bah, tu t'emmerdes moins sur la vente en soi. C'est un C'est peu con, ça. mais ok. Et du coup, comment t'en es arrivé à vendre du luxe aujourd'hui? C'est qu'est-ce qui t'a fait, comment t'es rentré dans ce monde-là, dans ce milieu-là? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu? Bah, en fait, c'est petit à petit. Donc, comme j'ai dit, en fait, on a commencé à vendre des articles que nous, on aimait. Euh, du coup, le panier moyen, c'est sympa aussi d'en avoir un plus gros. Tu peux porter plus de valeur à un seul produit. Euh, Parce que c'est 10 fois le produit que tu vendrais en fait Ouais, c'est derrière ça. Bah, sur t'as moins 10 de articles différents. travail. Ton chiffre, tu le fais Ouais, plus rapidement finalement, en fait, c'est ça. c'est ça. C'est juste le moyen de Après, ça sourcing reste qui est du chiffre plus d'affaires. compliqué. Ouais, c'est ça, Ouais, oui, mais dans le sens où en fait tu bosses moins parce que dans tous les cas tu fais plus de chiffres en vendant moins d'articles, donc forcément derrière euh, bah, t'as moins de travail. c'est Et ça. c'était une opportunité que tu as eu de pouvoir te sourcer du luxe parce que du coup au début tu te dis bah ouais je vendais du coup des vêtements que je portais que j'aimais bien parce que bon, on aime bien s'habiller en marque de luxe etc, mais c'est l'opportunité, tu l'as eu, tu l'as trouvé fournisseur, t'as fait du Vinted, t'as fait du... Nous, c'était plutôt Vinted en général. En fait, avant tout, du coup, avant de relancer Casual, on achetait pour nous. En fait, le but, c'était de trouver du Stone, du CP ou d'autres marques à pas cher pour nous. Et un peu comme ce que ça avait été fait dans le vintage au tout départ, parce que j'ai dit qu'on revendait en braderie, mais à la base des bases, on achetait pour nous, en fait, ça nous faisait kiffer.
Juste qu'en braderie, tu peux pas essayer, forcément. Donc les articles qui nous allaient pas, on les revendait au tout départ. Et on a vu que ça marchait. Et donc on a commencé à revendre enfin, à sourcer, entre guillemets, des produits pour les autres. Et petit à petit, c'est devenu un business. Et donc pareil pour Casual, on a commencé par se dire, bah, on veut chercher du stone, du CP, etc. On veut emporter. Le neuf, c'est beaucoup trop cher. Et donc du coup, on va apprendre à authentifier, on va apprendre à en trouver. Euh, et ça s'est fait comme ça, en fait, tout simplement. Et donc oui, on a commencé par Vinted. Il y a eu pas mal de gens qui en revendaient aussi sur des groupes Facebook spécialisés, typiquement des Anglais, sur des groupes Facebook anglais, en gros. Je sais que tout le monde n'utilise pas Facebook, mais nous, c'était quand même assez répandu à l'époque. Il y a toujours encore des bons plans, donc je peux conseiller à certains parfois. Euh, les Anglais, ils n'aiment pas forcément les mêmes articles que nous. Nous, on allait pouvoir sourcer sur le Vinted français des articles avec un badge vert. Donc, c'est des articles qui datent d'avant 2000, ou des articles vintage, etc., avec des coupes assez spéciales qui ne plaisent pas forcément en France, mais qui plaisent vraiment, par contre, en Angleterre. Et inversement, en Angleterre, je trouve, après, ça fait longtemps que je ne me suis pas renseigné, mais à l'époque, en tout cas, tout ce qui était crewneck, donc les pulls, eux, ça reste un pull stone, mais c'est assez classique. Alors que nous, en France, c'était quand même assez la mode, quoi. Ouais. Donc, selon plusieurs choses, en fait, on a réussi à sourcer un petit peu à droite à gauche des produits. Et puis un produit en découle un autre, etc. Et puis on gardait des contacts à chaque fois. Donc petit à petit, on a réussi à avoir pas mal de produits. On a restock 10 par semaine pendant au moins un an. Et ensuite, on est passé à 20, puis 25. Et là, on reste à 25. Ouais. Tu restes à 27 aujourd'hui? Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Donc ça a On s'est rendu commencé. compte que, on s'est rendu compte que quand tu mets plein, plein, plein de produits, des fois, les gens sont perdus. D'un point de vue communication, c'est cool. Si tu fais un drop par mois, bah oui, il vaut mieux avoir beaucoup, beaucoup de produits. Mais nous, avec l'enchaînement et puis la boutique, 25, c'est bien. Ouais. Je te rejoins vachement sur le fait que dans tous les cas, tu retrouves beaucoup plus de CP compagnie, de Stone Island, etc. En Angleterre. Parce que de toute façon, nous on le voit aussi dans le business, on a un bot Vinted aussi qui peut servir pour acheter en Angleterre. Donc forcément, il y en a qui font les deux, qui cumulent le bot pour sourcer en Europe, mais aussi pour sourcer en Angleterre. Et donc du coup, forcément, ceux qui vont se positionner sur ce marché-là, c'est pour avoir du stone et du CP du coup en plus grosse quantité, tout le même du AMI, etc. Ouais. Donc c'est surtout pour ça. Donc c'est vrai que bah, du coup il y a plus d'articles qui pop de ces catégories-là sur le marché anglais. Ok. Et bah, du coup maintenant on va plus parler de ta boutique. Aujourd'hui du coup ta boutique bah, du coup qui s'appelle Archive parce que du coup c'est passé de casual à Archive parce que du coup tu pourrais conter un peu cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. En gros, nous, Casoleria, bah, c'est la partie en ligne, et pour l'instant, ça reste la partie en ligne. On est connu nationalement, du coup, on a une communauté qui est ciblée différemment. Encore une fois, du coup, on en parlait, mais on a recréé, du coup, encore une fois, un compte à zéro pour Archive, qui est notre boutique physique à Rennes. Et pourquoi Archive? Bah, parce que ça se prononce plus facilement que Casoleria. En vrai, c'est assez simple. Et que si d'un coup, on disait sur Casual, ouais, on ouvre une boutique à Rennes, mais les drops continuent, et du coup, on vous met des trucs à Rennes, et en même temps en ligne, c'est une galère sans nom. Du coup, nous, on a voulu recréer quelque chose de zéro, encore une fois, avec une communauté ciblée rennais, ou à côté, parce qu'en vrai, maintenant, on parlera peut-être plus tard, mais on a quand même des clients dans toute la Bretagne, donc ça, c'est cool. Mais Casolarea, du coup, reste la partie en ligne, Archive la partie physique, euh, et c'est deux communautés différentes. Certains connaissent l'un, d'autres l'autre, mais c'est deux communautés différentes et deux cibles différentes. Par contre, on a quand même les mêmes produits qui se regroupent. Et quand il y a quelqu'un qui tombe sur Archive et qui demande un article sur le site, on le renvoie sur Casual. Et sur Casual, bon, ça arrive assez rarement, mais si quelqu'un demande si on a une boutique physique, on le renvoie vers Archive à Rennes, s'il est à côté. Il est où ton shop à Rennes? On est en plein centre. En plein centre. Pour Ouais. ceux qui écoutent, qui sont Rennes, c'est vers où? C'est à peu près quelle grande place, quel grand C'est juste à, bâtiment? ouais, juste à côté du Parlement, rue Victor Hugo, donc c'est là où certains vont faire leur carte d'identité. C'est une rue qui est sympa, en tout cas qui est bien centrée, dans le sens où bah, si tu es à République ou Sainte-Anne, tu es à 5 minutes à pied, même pas. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Après, c'est pas une rue où il y a énormément de passages où les gens viennent faire enfin, les boutiques, mais il y a quand même du passage parce que c'est comme par là que tu sors un petit peu de la ville aussi en voiture. Et du coup, enfin, tu sors du centre-ville. Et du coup, c'est très accessible à pied. On a quand même une clientèle assez bourge qui passe quand même dans ces rues-là, parce que c'est une rue assez bourge. Et du coup, c'est cool. Ok, donc vous n'êtes pas en ultra-centre. On est en ultra-centre, mais pas dans une rue de commerce de vêtements. Ok, Il y a un peu de tout. Il y a un studio de pilates, il y a une librairie, il y a un magasin pour chiens. Mais c'est pas une rue où tu te balades pour faire les boutiques. Tu ouais. sais,
enfin, dans cette rue, les commerces qui fonctionnent, les gens viennent jusqu'au commerce. Ils se baladent pas dans cette rue-là pour D'accord. des produits ou faire du shopping. Les gens que tu attires dans ta boutique, les gens qui viennent, des gens qui te connaissent déjà, parce que du coup, comme tu le racontes là, finalement, c'est pas peut-être moins passant, c'est peut-être moins les gens passent en passant et ils achètent. Genre, tes clients, c'est qui ceux qui achètent finalement? Nous, généralement, c'est assez jeune, de 14 jusqu'à 20 ans. Ça, c'est vraiment enfin, la grosse concentration de nos clients. Après, on a jusqu'à 25 ans, on a quand même aussi pas mal de clients aussi. Et après, au-dessus de 25 ans, je pense qu'on en a moins, mais on a parfois des parents qui passent et qui kiffent la boutique et qui achètent, des trentenaires. Typiquement, sur le Arte, on touche pas mal de gens un peu plus âgés parfois, Hmm. qui recherchent des pièces qui sont sympas, pas trop chères, quali. Ouais, Arte, c'est quand même. Moi, j'aime bien Arte. Hein. T'as des couples Ouais. qui ont des très beaux designs, je trouve, et bah, ça peut convenir à des gens qui ont 20, 30 ans, finalement, très bien, quoi. Exactement. Ouais, totalement. Et du coup, voilà. C'est quand même très jeune la clientèle à la base. Moi, j'ai 25 ans, donc ils sont un peu plus jeunes que moi. Mais on a un peu tout type de clients. Et du coup, c'est. Comme je posais la question, c'est des gens qui te connaissent, c'est des gens qui passent dans la rue, c'est. C'est des gens qui nous connaissent généralement. Ils nous ont vus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la communication, c'est extrêmement important. Justement, quand tu as un commerce comme ça où tu n'as pas forcément énormément de passages de personnes qui font du shopping, c'est trop, trop, trop important. Après, on a aussi de la chance d'être dans. On n'a pas de concurrence sur Rennes. Enfin, en tout cas, il n'y en a plus. Et on est quand même, enfin, nos produits parlent d'eux-mêmes aussi. À partir du moment où je montre qu'on a du Stone, CP, Moncler à bas prix, ou des sneakers limités, bah, les gens viennent à toi aussi assez simplement. Ok, d'accord. Et je pense que j'ai posé la question maintenant parce que ça intéresse aussi beaucoup de gens. Tu fais du dépôt-vente Ouais, ouais, ouais. et je trouve ça important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de fait que enfin, ce podcast-là finalement il y a quasiment que des resellers qui vont l'écouter. Il y a beaucoup de resellers qui font aussi du, enfin aujourd'hui c'est ça, hein, mais quasiment que du concurrentiel. Donc ça veut dire que tous ceux qui nous écoutent là ont déjà forcément essayé de vendre du Stone Island, du CP Company, et de toute façon on continue à en vendre, etc. Toi, tu Mm. en rachètes pour en vendre ton magasin parce que, moi, je le dis, dis-moi ce qui est valide moi ou pas, mais nous, sur Vinted, actuellement, la cote a vraiment baissé sur le Stone Island LCP. Beaucoup plus compliqué de vendre nos pulls à 100 euros. Aujourd'hui, franchement, nos Stone et nos CP, les Chroneck, etc., c'est plus dans les 90. Aux alentours, hein, il y en a qui vendent plus cher, il y en a qui vendent moins cher, mais c'est vraiment aux alentours. Toi, en boutique, du coup, forcément, tu les vends plus cher, et du coup, Mm. il y a un intérêt pour nous, les resellers, de pouvoir te les déposer en magasin pour faire du dépôt-vente et pour que tu les vendes du coup en magasin. Tu peux nous Ouais, expliquer ça? ouais, totalement. Bah, nous, du coup, on a deux techniques d'approvisionnement où on va racheter, généralement auprès de particuliers. Je sais qu'il y aura des questions sur les fournisseurs, etc. Nous, c'est vrai qu'on en utilise très peu, parce que sur du haut de gamme, euh, par exemple, nous, typiquement, l'authenticité, c'est hyper important pour nous. Et on a des gens parfois qui nous revendent des lots de fournisseurs, ou des parties de lots de fournisseurs. La moitié est fausse. C'est c'est juste insupportable sur le haut de gamme. Donc, nous, on n'est pas intéressés par des gros fournisseurs. Par contre, on travaille avec plein de petits revendeurs en France et autre part. Et du coup, là-dessus, c'est cool parce qu'il y a un pré-tri qui est fait. Eux savent très bien acheter. Nous, on sait très bien vendre. Du coup, ils nous revendent leurs produits. Après, ça dépend s'ils veulent un roulement rapide ou pas, parce que du coup, il y a deux techniques. Il y a ou le rachat direct. Donc, nous, on rachète directement, mais forcément, on va racheter assez bas. Et encore, ça dépend. Il y a des shops qui rachètent encore plus bas. Par contre, pour ceux qui. Et donc, ça permet à ceux qui veulent faire un roulement rapide de libérer du stock, récupérer de la trésor et de réinvestir. Donc, le rachat direct, c'est cool pour nous parce qu'on a l'article directement, on n'a pas à sourcer à droite à gauche. Et c'est cool pour la personne qui revend parce qu'au moins, elle a son argent qui re-rentre direct. Même si c'est pour des petites marges, on en a plein qui font ça et font des toutes petites marges parce qu'ils savent que nous aussi, on doit en faire une derrière. Euh, mais en fait, ils savent que à chaque fois, hop, le stone CP, et ben on revend un casual ou un article. Et Ouais. c'est assez simple là-dessus. Pour ceux qui ont besoin un peu plus de contrôler leur marge ou qui ne sont pas pressés dans le fait de récupérer de la trésor, ils font généralement du dépôt-vente. Donc, ils nous déposent le produit, on fixe un prix ensemble de payout, ce qu'on appelle le payout, donc c'est le prix que tu récupères au moment de la vente. Et une fois que l'article est vendu chez nous, on t'envoie l'argent. Et là, généralement, enfin, c'est le prix que la personne va toucher est plus haut que le rachat direct, forcément. Mm. Parce que pour le coup, nous, on n'a pas investi dessus, on n'a pas lâché de trésor pour vendre le produit. Et donc voilà. Et donc, on travaille avec pas mal de déposants, on travaille avec pas mal de revendeurs. Je dirais que c'est un peu kiff-kiff, même si en ce moment, on rachète pas mal. Mais le dépôt-vente est toujours sympa, surtout sur des items qu'on a du mal à sourcer, ou sur des items qui partent hyper rapidement. Typiquement, nous, un pull CP.
noir taille M à 145 euros, il fait pas la semaine. Ouais, Donc, que ce soit en dépôt ou en rachat, en fait, tu vas recevoir l'argent rapidement. Donc voilà. d'accord. Et donc là, imaginons, parce que généralement les pulls CP Stone Chroneck Noir, c'est les shop vers les 45 euros en moyenne TTC. Quelqu'un qui arrive avec son pull 45 euros, à 45 euros, qu'est-ce qui se passe pour lui? Là, demain, il le reçoit chez lui. Euh, Genre là, aujourd'hui, on est mardi, il le reçoit chez lui, qu'est-ce qui se passe? ouais, bah déjà, nous, on reprend, je précise juste, on reprend juste que des articles en très bon état. Pas de défauts, pas de tâches, etc. Si la lunette est un peu rayée, c'est pas très grave, mais voilà. Ensuite, nous, il peut simplement nous contacter via Instagram. En fait, tu nous envoie un message, que ce soit sur Cazol ou sur Archive. Nous, on a un message automatique qui part avec les informations dont on a besoin. Si tu es vraiment un gros déposant et que tu as 20 pièces à nous proposer, là, je vais prendre contact avec toi et on va pouvoir échanger ensemble. Si tu en as 3, 4, 5, en fait, tu as juste à répondre au message. Tu fais une liste avec la taille, l'article, la photo et le prix que tu as en tête. Et ensuite, nous, on va ensemble si on a besoin, puis si on part sur un dépôt ou sur un rachat. D'accord, ok. Parce que du coup, tu fais du dépôt et du rachat. Et ça dépend des pièces. En fait, qu'est-ce que tu te dis que toi, ça va être un dépôt et là, ça va être un rachat? Par exemple, sur le neuf, donc du coup, ça ne vous concerne peut-être pas, mais sur le neuf, nous, on ne fait pas d'achat direct. On fait du dépôt-vente parce que ça fonctionne bien pour les cadeaux, etc. On a du Casa, on a du Jacquemus, on a du Ami, on a un peu de Spé Compagnie aussi. Mais sur le neuf, on demande du dépôt-vente. Pareil, sur les sneakers, on avait beaucoup en dépôt-vente. Là, on commence un peu à racheter, mais voilà. Et après, ça dépend du type d'article. Si je sais que j'ai 20 Chronex CP qui arrivent, ça sera peut-être plus dépôt sur les autres. Et puis ça dépend de notre réseau, ça dépend de tellement de choses. Mais, euh, mais voilà. Ok, d'accord. Donc, imaginons là, le mec arrive avec son pull à 45 euros, CP noir, Mhm. taille M, t'en fais quoi? Tu le rachètes, tu fais. Lui, il l'a payé ce 45 euros Ouais, ou il nous propose 45 il a euros? payé 45 euros. Bah, j'imagine que ce sera des gens qui seront à distance, pas Ouais, sur Rennes. ouais. Bah, en fait, on fait un envoi. Il nous envoie on en discute par message. Une fois que c'est validé, il nous envoie le produit. Nous, le produit, il est authentifié, il est nettoyé s'il y a besoin, mais généralement, ça va, on reçoit des items qui sont quand même enfin, qui sont pas sales. On le prend en photo pour la boutique en ligne, et à la fois, il est en boutique physique. Et une fois que c'est vendu, donc généralement assez rapidement quand même, on a quand même un bon débit. Une fois que c'est vendu, on a 7 jours de délai. C'est les 7 jours dont la personne dispose, dont le client dispose pour retourner son produit. Au bout de 7 jours, on fait le virement. Ok. Et donc, généralement, c'est 145 euros. Et là, sur un pull comme ça, tu prendrais. Qu'est-ce qui toucherait le mec qui a son. Nous, c'est assez bas, mais ça dépend encore une fois des périodes. Typiquement, là, on a quelqu'un qui nous envoie vraiment beaucoup de Connect CP à 60 euros. Ok, Donc en ce moment, on est plus aux alentours de 60 euros. ok, d'accord. Elle a racheté Euh, 60 euros finalement. Ça veut dire, lui, il le paye 45 et il récupère 60. Ouais, c'est ça. Après, selon les périodes, selon les demandes, par exemple en hiver, on a vraiment un gros besoin, on peut acheter plus cher. Euh, donc, euh, donc ça va dépendre de plein de choses. Encore D'accord. une fois, ça dépend de notre réseau. Si la trésor est basse, on va être plus méchant dans la négo. Si j'en ai 25 qui arrivent, je vais être plus méchant, j'en ai pas forcément besoin, donc je vais pas être à l'affût. Donc ça dépend de plein de choses. Ok. C'était une opportunité que tu as eu d'ouvrir la boutique, enfin de passer en boutique. Ouais, totalement, parce que nous, du coup, on n'était que présents en ligne. J'avoue qu'au bout d'un moment, ne pas rencontrer les clients, ça reste quand même un peu relou. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'en avais besoin. Ouais. J'étais dans la vente, etc. Donc, j'aime bien quand même voir les clients. Parce que sinon, tu fais que prendre en photo, faire des colis, animer une communauté. Ça, c'était cool, par contre. C'est pour ça que nous, on fait pas de Vinted, mais on en reparlera. Mais moi, c'est ce qui me plaisait, en tout cas. Enfin, c'est ce qui me plaisait, animer la communauté. Et donc, du coup, on a fait quand même plusieurs événements physiques avec Casolarea, sur Rennes et sur Angers. On a eu d'autres propositions après, mais on n'a pas eu le temps d'y répondre. Mais grosso modo, les événements physiques ont fonctionné très très bien. Et on l'a ressenti parce que les gens ils ont besoin d'essayer. Ils ont besoin de toucher les matières, ils ont besoin d'être en confiance aussi, d'avoir un visage sur ce que tu vends. Et donc, du coup, au fur et à mesure de ces événements physiques, on a commencé nous-mêmes à faire du dépôt parfois dans des boutiques. Et il y en a une à Rennes qui s'appelait Copta Sneaker, avec qui on s'entendait bien, qui nous a proposé en fait d'ouvrir une boutique à deux. Donc grosso modo, il y a deux entités, il y a Casual et il y a Copta Sneaker, sous le nom d'archives, et on divise les charges par deux. Et chacun récupère les ventes de ses produits. Donc eux, full sneakers d'occasion, nous, full vêtements d'occasion. Et donc c'était une opportunité, ils nous ont contactés, nous on était chaud.
On s'est dit que c'était pas enfin, que ça pouvait être cool. J'étais encore en alternance à ce moment-là, mais ça l'a fait. Et du coup, on a ouvert la boutique. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, du coup, vous travaillez plus ensemble, c'est ça, hein, si j'ai bien compris? Ouais, ouais. Eux, ils ont décidé d'arrêter totalement la sneakers en général. Donc, ça comprenait leur boutique à Rennes de neuf et chez Archive. Donc, on avait un choix, hein, où on continue Archive sans eux, ou alors on arrêtait Archive tout simplement. Ça faisait que 6 mois, donc ça aurait été dommage de fermer au bout de 6 mois. Donc, on a repris la partie sneakers et ça se passe bien. En seconde Donc, main. c'est top. En seconde main, on a un petit peu de neuf, mais encore une fois, on n'est pas du tout sur des tarifs comme d'autres boutiques de sneakers en neuf. On essaie de, même sur le neuf, avoir des prix quasiment d'occasion, ou être bien en dessous de la cote. Le fait qu'ils aient fermé, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens achètent beaucoup moins de sneakers neufs, c'est ça? Eux, ils ont fermé un peu avant même ce truc-là, mais ouais, je pense que les gens, ils ont plus envie de mettre des énormes sommes dans des sneakers neuves, Nike, tu vois, ou dans des collaborations. Oui, il y a un moment donné où ça a bien fonctionné, il y avait du storytelling derrière, etc. C'était cool. Mais maintenant, là, les gens, ils ont plus envie de mettre voilà, 700 € dans une Nike. Euh, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que nous, on vend bien aussi la partie luxe. Pour le coup, on peut aller voir un site de nos concurrents, ils vont vendre une Nike Sakai au même prix que nous, on vend une Dior B30. Et pourtant, la qualité, elle est pas du tout, c'est pas du tout la même, quoi. Donc les gens vont plus, nous, en tout cas, aller sur le luxe ou aller sur la nostalgie. Par exemple, là, en ce moment, on a eu la Travis Scott Baroque Brown, c'est la Air Max One marron. Ben, on a tous kiffé cette paire à un moment donné. Elle était à 600 balles en neuf. On se dit, bah vas-y, je la prends pas, tu vois, et on laisse tomber. Par contre, quand on repasse chez Archive dans notre boutique, elle est à 265. En seconde main, ok, elle est en très bon état. Ça te fait un petit coup de nostalgie. Tu te dis, ah, finalement, je l'aimais bien cette paire-là. Je sais qu'elle est trop chère façon neuf. Et ben vas-y, je pars là-dessus, tu vois. Et donc, du coup, nous, Ok. la sneakers fonctionne bien en seconde main quand même. Mais ouais. Puis il y avait trop de charges aussi sur. Enfin, il y a beaucoup de charges. Euh, pour une boutique de sneakers Ouais. neuf tout seul, je trouve que c'est compliqué. Il y a peu de marge, les marges sont pas bonnes. Et, euh, et puis il y a eu pas mal de produits gagnants à un moment donné. Il y a eu de la campus, même les gazelles, etc., les pandas, ça s'est revendu à fond. Mais après, il y a eu de moins en moins de sorties, donc forcément, ça essouffle un petit peu le commerce et sa trésorerie. Ok. T'as pas mal de pièces d'exception sur ton magasin. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. C'était sur Instagram. Vraiment, tu mettais en avant des super belles pièces. Des modèles, en fait, des modèles aussi très vintage, mais toujours quand même en super état, en excellent état. Des pièces que tu voyais pas sur Vinted, concrètement. Mhm. Euh, comment j'arrive à formuler cette phrase-là? C'est euh, T'as un sourcing, j'imagine, qui est vraiment précis. Tu me disais que c'est du coup aujourd'hui pas du fournisseur. C'est comment tu te sources aujourd'hui pour avoir ce genre de pièces-là, bien sûr dans la limite de ce que tu peux dire. Ouais. Et ben, encore une fois, comme j'ai dit, on va avoir une grosse communauté quand même de petits revendeurs. euh, en France et dans d'autres pays du coup, qui eux savent très bien acheter mais savent pas forcément vendre. Donc forcément une pièce un peu d'exception, comme tu dis, tu trouves pas forcément l'acheteur hyper simplement. Comme demain, si tu veux vendre une Dior B30 sur Vinted, bon courage, tu vois. Parce que forcément, il faut trouver le client. Ouais. Nous, on les a. Il y a des choses sur lesquelles on dit non, des trucs assez spéciaux, des collaborations très spécifiques où on va dire non. Mais en général, on arrive quand même assez simplement à trouver les clients. Et donc, du coup, on a ça, donc cette partie revendeur, que ce soit sur Rennes ou partout. Et après, nous, on rachète toujours aussi à des particuliers, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres plateformes, un peu partout dans le monde. Et on continue là-dessus. Et donc, c'est comme ça Ok, qu'on arrive d'accord. à avoir pas mal d'articles. Donc ouais, vous n'avez pas de fournisseurs dans d'autres pays. D'accord. Non, Ok. Donc non. finalement, en fait, le rachat à des particuliers, enfin pas des particuliers, mais à des gens, à des resellers, ça occupe combien de pourcentage de ton stock finalement? 40%, je pense. Ok. Et Ouais, 60%, c'est le handpick de toi, du coup, à des ouais, particuliers. ouais. Ou des. Enfin, moi j'achète plus vraiment, c'est un de mes collègues qui gère ça. Mais ouais, et c'est pour ça qu'on met pas mal en avant aussi le fait qu'on rachète en boutique maintenant. On l'a pas fait pendant un long moment et on a fait une session rachat il y a 2 semaines qui a très bien fonctionné, donc c'est cool. Parce qu'en fait, ça t'évite un travail de recherche. L'article est là devant toi directement. Tu peux négocier avec la personne en direct. Elle s'est déplacée pour toi. Donc c'est un peu plus simple d'avoir des prix qui sont cool. Et tu peux en faire du Et- contenu. exactement, exactement. Et au final, les personnes maintenant ont un peu, enfin en tout cas nos clients, moi ce que je remarque, c'est qu'ils ont peur de vendre sur Vinted. Là, pareil, tu veux vendre ta belle veste CP que tu as acheté cher à un moment donné, bah, tu sais jamais en fait si le mec derrière va t'arnaquer, s'il va te mettre une fausse à côté, dire à Vinted. En fait, Vinted a tellement un service client
nul, qu'ils préfèrent revendre chez nous et un peu moins cher, certes, parfois, mais au moins c'est sécurisé. Tout comme le dépôt-vente. Vinted, c'est plein d'arnaques différentes. En tout cas, moi, à l'époque où on achetait beaucoup et on revendait beaucoup, euh, c'était le cas. Donc, du coup, le fait que, par exemple, mettre en dépôt-vente les pièces chez nous, hop, ils sont rassurés. C'est comme si tu les avais posées sur Vinted, sauf que là, ça part tranquillement. Tu reçois tes virements, peut-être pour 10, 15, 20 euros de moins. Mais si tu sais bien acheter, en fait, c'est tout bénéfique pour toi. Totalement. Ça fait combien de temps que tu as arrêté de vendre sur Vinted aujourd'hui? Ouais, ça date, hein. Ça date parce que depuis qu'on a créé Casual, on a fait peut-être 6 mois avec Vinted, mais pareil, on avait trop de négociations, trop de litiges, etc. Moi, ça m'a saoulé. Du coup, on a choisi de complètement enfin, bloquer nos canaux. En fait, à la base, Casual, c'était des messages sur le Instagram. Tu nous payais ensuite par PayPal, ou par virement bancaire, ou par Vinted au début. Ensuite, on a arrêté, il y avait trop de galères, trop de retours. Euh, et après, on a eu le site internet qui est arrivé. Mais je sais pas, hein, 2010, à partir de 2018, c'était terminé, je pense, hein. Ok. Ah, donc ouais, c'était un moment quand même. Ouais, c'est C'était pour un ça que je sais moment. même pas, en réalité, je sais même pas à combien se vend un Pullstone sur Vinted, je sais à peu près, tu vois, mais Hmm. nous, on a une cote en tout cas en boutique, un Connect Stone, généralement, on vend entre 150, 155 à peu près. Un Connect CP, pareil, entre 140 et 100, 150. Et, euh, et nous, on a ce truc-là là, qui fonctionne bien, même sur le site, ça fonctionne bien. Ouais. Mais tu vois, j'avais fait une autre interview, enfin, où même j'avais parlé à des resellers qui me disaient, ouais, tu trouves pas que c'est plus compliqué de vendre du Stone et du CP sur Vinted en ce moment? J'ai dit, bah ouais, je sais rien, parce que nous, on vend pas dessus. Ouais. Bah, mon dernier stone que j'ai vendu, parce que du coup maintenant je suis que sur des niches et je vends plus du coup ces articles-là, alors que j'en ai fait beaucoup à Mhm. l'époque. Honnêtement, moi je les vendais en moyenne dans les 90 euros. Ouais, En ok. moyenne, hein. Et là je vais regarder aujourd'hui parce que c'est vrai que du coup maintenant ça a changé, hein, mais pour moi ça s'est empiré. Dans tous les cas, la contrefaçon ça fait que s'empirer. Ouais. Toujours des trucs qui sont boost à 100, 110, etc. 110, ouais, mais du coup les 110 qui sont affichés, parce qu'il y a beaucoup de du coup, produits toujours affichés à 110, 109, etc. qui sont Mm. boostés. Et finalement, en fait, ils mettent du temps à le vendre parce que c'est une stratégie du coup d'afficher son produit plus cher pour augmenter ta valeur Ouais. perçue, pour faire montrer que en fait, tu sors du lot de ceux qui les vendent à qui les lobos là Mhm. 70-80, mais par contre tu les vendras, tu prendras plus de temps à les vendre, mais tu trouveras l'acheteur du coup qui sautera dessus parce qu'il se dira bah qu'est-ce qu'il a de plus celui-là, il affiche à 120, tu vois. Donc c'est une stratégie qu'on utilisait, que moi j'utilise plus parce que du coup ça me fait chier d'attendre un Ouais. mois 3 semaines pour vendre un article. Pour Mhm. le roulement de trésorerie, finalement c'est un enfer. Mais c'est aux alentours pour moi de 90. Mais c'est sûr que oui, là je vois des beaux crewnecks noirs finalement qui doivent se vendre bien dans les 100 euros finalement aux alentours, Ouais. 90 euros. Mais encore, faut les bons modèles, tu vois, les sweat Ouais. Ouais. gris à capuche avec le bon, tu vois, crewneck noir simple, les pulls bleus, enfin ouais, bon, plusieurs. Mais il y a plein de modèles aussi qui se vendent beaucoup moins cher du coup forcément. Ouais. 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 Ok, d'accord. Autre question. T'as jamais essayé de vendre aux enchères? Non, on veut pas. Du coup, on en avait déjà discuté un petit peu ensemble, mais en gros, Vogt à l'époque et Whatnot maintenant nous ont contacté plusieurs fois. Et du coup, enfin, je leur ai expliqué ce que j'explique aujourd'hui, c'est que nous, on a quand même pas mal de déposants. On faisait, à l'époque où ils nous ont contactés, on faisait une marge qui était moins haute. Mais on a une marge à respecter, du coup. Moi, je veux pas faire 5 euros de marge sur un article, sachant que je peux le vendre beaucoup plus cher en boutique, que tout part bien généralement. Donc, mais, enfin, j'ai pas de stock qui est là depuis un an et qui dort en fait. On a un très bon roulement. Donc, on n'a pas ce truc-là de oh là là, ces 20 crewnecks là, on n'arrive pas à les vendre, il faut qu'on les fasse partir absolument. Nous, c'est pas comme ça, on doit respecter une marge. Et donc, du coup, le fait d'avoir des ventes aux enchères, c'est totalement aléatoire en fait. Ça dépend de ta communauté. Nous, si on fait ça un mercredi, j'en sais rien, les gens ils sont pas là, je vais vendre le pull à 50 balles, je peux pas. C'est impossible. Ok, Déjà, quand on les solde en boutique, ils sont à 100, donc ouais, je vois pas l'utilité. Et par rapport à tout ce qui est vendu du coup sur Whatnot, typiquement, on est beaucoup dessus, et même si on baissait un petit peu, on serait toujours trop haut par rapport à ce qui est vendu habituellement dessus. D'un point de vue image, je sais pas si c'est très bon. Je pense que ça peut rapporter quand même pas mal de monde. Enfin, Whatnot, il booste pas mal de contenu, donc c'est cool. Mais ouais, nous, tant qu'on ne nous sécurise pas le prix d'achat au moins, et encore, je sais pas, mais non, on ne sera pas intéressé, tu vois, là-dessus. ok.
Bah pourtant, en vrai, les prix de vente n'étaient pas forcément déconnants quand t'as de la communauté sur Whatnot, de ce que j'ai pu voir, hein. Des Hmm. chroniques, comme on a pu voir là, bah, les chroniques noires, etc. classiques, ça peut se vendre dans les 110 euros. J'ai déjà vu des ventes, hein. Parce que du coup, Ok, je m'intéressais à aller regarder les lives, à voir les ventes qui étaient finies sur ces produits-là. Et ouais, j'ai pu voir à des 110 euros par exemple, hein, sur les chroniques noires qu'on peut voir là. Mais c'est sûr que ok. les moins bons modèles, finalement, en fait, ça, ouais, tu les vends à 60 à peu près. Et après, tu as la commission derrière Advoct, donc forcément, enfin Advoct, du coup maintenant c'est Whatnot. Ouais, La commission elle est de 15%, un truc du genre, je sais plus. ça Donc, se négocie, hein. Quand t'es pro. ouais, donc finalement c'est plus si intéressant que ça, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup qui font ça, donc sans citer des concurrents, mais par exemple, je pense notamment à Nathan Vial, qui j'espère, s'il Ouais, verra ce podcast-là, passera bientôt sur la chaîne, parce que du coup on en avait discuté. Lui, il fait beaucoup de ça. Mais il le fait, je pense que ses marges, elles doivent pas être folles, mais le truc c'est que lui il fait du volume. Il ouais. bombarde, il bombarde, il bombarde, parce que forcément, du coup, je pense qu'il arrive à avoir beaucoup de stock. Qu'est-ce que t'en penses de cette stratégie-là? Aujourd'hui, si tu ferais pas comme lui, c'est parce que t'as peut-être pas forcément le stock derrière qui suit pour te sourcer autant. C'est quoi je sais pas ce que t'en penses de ça, de Nathan Vial, si tu suis un Si, peu. ouais, Nathan, je pense qu'il source aussi peut-être à moins cher que nous, il a moins de charges. Donc, à partir du moment où il fait un peu de bénéfice, je pense que ça doit être bon pour lui. Surtout quand tu fais des gros volumes. Nous, c'est pas notre but, tu vois. On touche quand même les articles quand même assez chers au final. Si c'est pour faire 5 10 euros dessus, euh, ça va pas être possible en fait. J'ai vu, tu vois, Nathan, enfin, il en parlera lui-même, mais il a fait 7 000 ventes. Non, il a fait 7, je sais plus combien. J'ai calculé, en gros, ça faisait une moyenne de 50 euros, je crois, par article de Hmm. prix de vente. Nous, quand on a un panier moyen en boutique qui est à 130, c'est impossible qu'on l'atteigne. Qu'on l'atteigne. Donc, je pense que ça dépend du type de produit. Quand tu achètes des. Typiquement, là, les porte-cartes Gucci, c'est très Ouais. bien. C'est quelque chose que tu n'as pas très cher. Tu le revends. Au pire, tu es un petit peu en perte sur un. Et ben, tu seras mieux sur l'autre. Mais nous, chaque produit, en fait, est destiné à un client en boutique. Des Connextone noirs, je galère à en avoir. Dans tous les cas, il va se vendre à chaque fois. Donc, si je vends à côté, c'est priver ma clientèle physique de produits que eux-mêmes ils recherchent. Dans le sens où des fois, il y a des gens qui rentrent dans la boutique, vu que c'est ça qui est compliqué avec la seconde main aussi, mais ils rentrent dans la boutique, ils ont le budget, ils savent ce qu'ils veulent, nous on n'a pas. Donc le but c'est qu'on ait un maximum de produits à proposer en boutique ou sur le site, parce que c'est pareil, quand tu vas sur un site, il y a 3 produits de dispo, flemme quoi. Donc le but c'est d'avoir le plus de produits en boutique. Et donc mon but c'est pas de me débarrasser de ces produits-là que je vends très bien sur une plateforme de live en chat. Ok. Par contre, si jamais tu achètes des gros lots que tu as besoin je sais pas, récupérer vite, c'est au moins ton prix d'achat, Oui, et bah ben ça go, en c'est vrai, foncez, parce magnifique. que franchement, enfin, Dimension, du coup, le font aussi, et pour le coup, c'est une grosse boutique qui ont sûrement les mêmes problématiques que nous, et pourtant, elles le font, donc force à eux, mais enfin, tu peux faire un live et quasiment tout vendre. En Hmm, fait, c'est juste ça qui est cool. hmm. Ouais. Donc, quand tu as besoin d'avoir un roulement rapide, c'est pareil, c'est quand même une bonne méthode. Peut-être qu'il faut avoir une communauté derrière, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne mieux forcément qu'une communauté. Mais en tout cas, nous, ça ne nous convient pas actuellement Ok. en termes de valeur. Bah c'est là que c'est intéressant du coup d'avoir ouvert cette chaîne de podcast là, c'est parce que du coup je pars à la rencontre finalement, parce que bah, pour ceux qui savent pas, mais le concept vraiment de cette chaîne c'est d'aller à la rencontre des resellers qui font du coup forcément de l'argent avec le resell de plusieurs manières différentes, parce que pour moi toutes les méthodes sont bonnes et finalement il faut juste choisir ce qui te convient, tu vois. Et là du coup Ouais, ça prouve qu'en fait il y a 10 000 façons encore de se sourcer, de vendre. Finalement bah il y a que ça, mais c'est déjà pas mal, tu vois, ouais, de se mettre en totalement. avant aussi. On a parlé de Whatnot, mais il n'y a pas que ça aussi en enchère. Il y a des sites bon, qu'on connaît tous, hein, Katawiki, Interenchère, etc. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses de ces sites-là? Est-ce que tu as déjà essayé? Du tout. Pas du tout. Non, comme je t'ai dit, franchement, c'est pas. Enfin, du coup, ça nous intéresse pas enfin, on n'est pas intéressé par ce sujet-là par rapport à nos produits. Peut-être qu'un jour, si on arrive à avoir un produit à foison, je sais pas, des t-shirts Bape, on en reçoit 500. Bah oui, je vais pas mettre, enfin, je vais pas remplir ma boutique à 100% de ça. Et donc, du coup, enfin, pareil, nous, on n'a pas de gros MOQ, donc de minimum de quantité, vu qu'on travaille avec beaucoup de particuliers. Donc, on n'a pas besoin de libérer du stock. Mais encore une fois, je pense que tu auras une réponse complètement différente de tous les resellers que tu vas croiser. Nathan, du coup, on le connaît un petit peu, donc je capte aussi pourquoi il fait ça. Il y a du bon derrière. Hmm. Aussi, quand tu es influenceur, tu peux avoir des bons contrats, je pense, avec Wapnote. Donc, Ouais, c'est sûr, bah, il y a plein d'avantages après, forcément, hein. ouais, Forcément. Donc, ok, toi, du coup, les enchères, du coup, non, même. pas du tout. Ouais. Ok. Peut-être j'ai tort, hein, on ne sait pas, mais
Mais ouais, pour l'instant, pas du tout. Bah, de toute façon, avec l'expérience que tu as, je pense que tu as des super avis là-dessus. Tu as déjà. Enfin bon, c'est ton expérience qui parle, hein, après, hein. Et Mm. aujourd'hui, tu as un alternant. T'as combien de personnes c'est quasi à la Casual Area, du coup, enfin, la boutique, parce que du coup, ouais, Casual Area, c'est la boutique en ligne. Et Ouais. Archive, du coup, c'est la boutique physique. Euh, Tout ça, c'est toi qui gères. T'es tout seul? Alors, du coup, on est quatre associés. Parce qu'au moment donné où on a créé Casol, du coup, on était quatre associés. Il y en a deux qui sont à plein temps, donc moi et un autre collègue qui gère tout ce qui est comptabilité, sourcing, etc. Moi, je gérerai plutôt les ventes en boutique et la communication. Et sinon, on a deux alternants, du coup. Ok. Et On a ils depuis sont un an pas et à demi, temps je plein? crois. Bah non, du coup, Quoi? alternant, je suis con. Non, Ah ouais, non. bah, après, ils sont 2 jours en... Non, 3 jours en boutique, 2 jours en cours. Ok. Ils sont en boutique, ils sont vendeurs. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc toi, c'est ça, toi, c'est la partie plus vente et ton collègue qui s'appelle comment? Il s'appelle Rémi, Ok. et lui, ça va être plus ouais, comptabilité, gestion des stocks, un peu de shooting photo, et sourcing aussi. Sourcing de produits et des bons dedans. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est des alternants que tu as en boutique. Est-ce que bientôt, ça sera peut-être des salariés, des... Non, je pense pas. Ça coûterait trop cher déjà. Et même, ils ont leur projet, eux, de leur côté. Donc, d'ailleurs, ils sont aussi déposants au sein de la boutique. On les Ah a un ouais, peu formés à acheter, donc c'est cool. On travaille aussi avec eux. Forcément, il fallait qu'ils connaissent un petit peu les produits. Donc ils s'y sont mis aussi, c'est top. ouais, Et non, du coup, je pense qu'on va repartir sur un seul alternant. En fait, là, du coup, ils sont là depuis 2 ans. La deuxième année, tu les payes quand même super cher, les alternants. Donc là, ça nous a fait un peu mal. Mais du coup, l'année prochaine, on repartira sur un seul alternant, je pense. Parce qu'au final, on n'a pas besoin forcément d'en avoir deux. Euh, et ouais. que sur une année, je pense. Mais sinon, nous, enfin, en tout cas, moi, je serai aussi un peu plus présent en boutique que ces 2 dernières années. D'accord, ok, d'accord. Ah ouais, en fait, ça coûte plus cher au bout de la deuxième année d'avoir un alternant. Enfin, alternant, Ouais, la première année, tu as des aides ouais. sur le salaire qui sont cool, qui ont été revotées d'ailleurs pour l'année prochaine. Mais la deuxième année, tu rien. Et la deuxième, Donc, t'as rien. tu payes l'impôt, ouais. Donc, ça coûte un peu cher quand même. Ok, d'accord. T'as une grosse différence quand même de la deuxième année finalement sans aide comparé à salarié. Bah, en gros, l'aide, nous, ça faisait à peu près 500 euros d'aide par salaire par mois. Donc ton alternant, selon son âge, il te revient entre 300 et 600 euros, tu vois, c'est pas énorme. Hmm, Entre 300 et 700. Tu hmm. multiplies par deux, il t'enlève les aides, ça commence à faire Ouais, un peu haut, ouais. ouais. D'accord. Alors, question chiffres un peu. Tu as abordé la question comme tu peux. Dans tous les cas, même s'il y a des trucs que tu voudras couper, il n'y a pas de Mhm. souci. Mais aujourd'hui, combien tu as besoin de faire de chiffres pour couvrir toutes tes charges? Et ben, du coup, je vais rester assez large, mais grosso modo, si vous êtes dans une ville, petite ou grande en vrai, vous avez besoin, enfin, en tout cas pour une boutique, on peut peut-être partir d'abord sur la partie en ligne. La partie en ligne, c'est pas énorme, hein, parce qu'un abonnement Shopify, c'est pas gigantesque. Après, si tu es en société, forcément, tu as besoin d'un comptable, mais si tu l'es pas, tu n'as vraiment pas beaucoup de charges. Euh, Nous, on en a plein, parce qu'au fur et à mesure, on s'est quand même bien développé. Typiquement, CapCut Pro pour les montages vidéo, Photoroom pour les montages photo, euh, tout ce qui est facture d'électricité à Internet, local. Nous, on avait un local du coup pour la partie en ligne qui ne coûtait pas très cher, donc c'était OK. Mais en fait, au global, je pense qu'il fallait qu'on rentre sans avoir de comptable et tout, hein. Je sais pas, on avait un 500 euros de charge, je pense, un truc comme ça. Ouais, C'était pas énorme. ouais, c'est rien du tout, hein. 500, 600, ouais. Mais là, c'est que pour la partie en ligne, du coup. Ouais, Par contre, la partie physique, c'est plus de chiffres, enfin, en tout cas pour notre part, mais c'est aussi plus d'investissement au départ. Forcément, tu as des travaux à faire, tu as ton loyer à payer, tu as ce que t'appelles t'as ce qu'on appelle un droit d'entrée. Donc, quand tu veux exercer dans une boutique, tu dois payer le fait de pouvoir exercer, en fait. Et donc, ça dépend de ta localisation, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si tu reprends un commerce qui est similaire au tien. Nous, on n'a pas eu de droit d'entrée, donc c'était top. Par contre, on a eu pas mal de travaux. Mais grosso modo, un loyer, il va être entre 1000 et 3000 euros si vous voulez un truc qui est assez quali. ok. Donc déjà, il faut réfléchir à ça. Un comptable, c'est à peu près 400 balles enfin, par mois, Ouais, selon hors les chiffres que taxe. tu fais aussi. À peu près, hein, nous, c'est ce qu'on payait. Enfin, c'est ce qu'on paye. Ouais, moi aussi. Euh, et d'ailleurs, faites attention au cabinet comptable. Enfin, choisissez bien votre comptable parce qu'en vrai, c'est hyper important. Ouais, Nous, là, on vient de changer le premier et c'était horrible.
on a eu que des galères, des retards, des trucs comme ça, alors que J'ai changé 3 c'était un fois. gros cabinet. Ouais, bah ça m'étonne pas, hein, c'est terrible. Et il y en a qui t'allument en fait sur le prix parce que il y Mm. a très peu de comptables en France, mais ils continuent quand même d'accepter des clients, juste en augmentant le prix. Et du coup, les comptables là, ils sont surchargés. C'est pas que de leur faute, mais bon, grosso modo, ils n'ont pas le temps pour te conseiller. Alors que c'est super important quand tu as des projets. Nous, on a eu Ouais, des galères et on n'était pas du tout conseillés. moi Alors je que suis à c'est ce fond qu'on dessus en ce attendait d'un moment. gros cabinet. Je suis à fond dessus en ce moment aussi. Il faut absolument avoir un avocat fiscaliste à côté, au fait. Ouais, bah c'est le mieux. Mais c'est vrai que c'est une grosse galère. Donc voilà, en tout cas, entre 1 et 3 k pour le loyer d'une bonne boutique, ça peut monter honnêtement, hein, jusqu'à 5, hein, il y a pas de problème. Mais pour une petite boutique tranquillement, entre 1 et 3 k, vous avez quelque chose de vachement bien. Pareil pour les travaux, ça dépend de la boutique, mais ça peut, entre les droits d'entrée et les travaux, il vaut mieux Ouais, prévoir un petit peu quand même. Ça peut coûter très cher. ok. Euh, Et puis comptable. Ensuite, bah, nous, il y a les alternants, mais vous n'êtes absolument pas obligé. En fait, quand Ouais, vous travaillez vous-même sur votre business, nous, on a pris un des alternants parce que j'étais encore en alternance et mes associés aussi, quand on a ouvert la boutique. Donc, on n'était même pas dans la boutique qu'il y avait nos alternants qui étaient là. Maintenant, là, la deuxième année, en soi, on aurait tellement pu y être. C'est juste que bah, ils avaient un contrat de 2 ans, donc on n'allait pas les foutre à la porte du ouais. jour au lendemain, et puis ils nous étaient utiles de fou. Donc voilà. Donc après, en termes de chiffres, je ne saurais pas trop te dire, hein, c'est vraiment Bah, les deux aléatoire. alternants 1000, ton loyer environ 2000 du coup si on part au milieu, Ouais, tu vois. Donc on est déjà à 3000. Expert comptable 500 euros TTC, donc ouais, 2005. Tes charges à 3000. Et puis si on prend les frais de travaux, les frais d'excès, enfin environ une enveloppe de 3005 quoi, tous ouais, les je mois pense, que pour tu être dois assez faire. large. Mais encore une fois, ça va dépendre enfin nous, en tout cas, c'est comme ça. Parce qu'aussi, on avait déjà une communauté qui était déjà établie. On avait déjà, genre, on a ouvert la boutique, on avait déjà 100 items Stone et CP à mettre en stock. C'est Ouais. pareil, si tu pars avec un stock de zéro, c'est une galère. Tu te Donc, verses des salaires toi ou pas? Parce que ça c'est une question qui est... je me rends compte à force d'aller rencontrer en fait des gens, de parler de ceux qui ont des ouais, sociétés, qui développent des projets, aujourd'hui on se verse pas de salaire quoi. non, bah c'est un peu, ça dégoûte un petit peu quand même Ouais, sur le long terme, surtout quand tu as enfin, moi, du coup, on a une boutique depuis 2 ans. Et en fait, il y a énormément de charges. Même juste, tu parles juste de la TVA, c'est. Enfin, je comprends à quoi ça sert et tout derrière, mais c'est dur. Et oui. surtout, tout ce qui est charges patronales, c'est plus ça, parce qu'en soi, moi, le loyer, je suis OK pour le payer, c'est normal, c'est un emplacement. Hmm. C'est comme chez toi, bah, forcément, tu habites quelque part, tu vas payer. Si tu embauches quelqu'un, des alternants, c'est aussi normal qu'ils soient rémunérés Ouais, à ouais, leur ouais. juste valeur. Bon, et C'est encore, vraiment, c'est quand OK. tu payes un salarié, finalement, tu débourses 3000 pour lui payer 1005 net, donc ça, Voilà. c'est Et du déjà coup, est-ce énorme. que lui, il te rapporte ce prix-là? C'est des calculs qui sont à faire. Mais du coup, toi, grosso modo, autant que tu bosses dans ta boutique. Mais oui, c'est hyper compliqué de se rémunérer. Du coup, tu as plein d'autres techniques. Enfin, nous, typiquement, vu qu'on est dans l'achat-revente, tu peux très bien être déposant au sein de ta boutique. Juste, il y a plein de règles et qui sont pas hyper simples à connaître, mais il faut pas que tu dépasses 50% du stock de ta boutique en tant que toi déposant. Tu dois avoir les mêmes règles que les autres, donc un pourcentage qui est assez fixe. Euh, du coup, nous, on arrive à se rémunérer un petit peu via des billets comme ça, mais c'est pas si simple. C'est pas Ouais, si c'est simple. pas si simple. Ouais, Parce qu'en fait, derrière, si je veux me rémunérer juste 1000, je dois lâcher 1008 derrière. c'est ça. Ouais. Et 1008, avec 1008, j'investis dans tellement d'articles. Donc ouais, c'est un peu un sujet qu'on a aussi en ce moment, vu le changement de cabinet comptable qui va pouvoir nous apporter un peu plus de réponses. Ouais. Mais ouais, c'est pas simple. Avocat fiscaliste, hein, honnêtement. Enfin, moi, Ouais, je le conseille, mais t'as plus d'expérience que ça sur moi, mais moi, je le fais en ce moment et ça me change vraiment. On est en train de faire des ok, plans partout, mais vraiment, ça change totalement. ok. Ouais, c'est de tous les conseils que j'ai pu écouter jusqu'à présent. Ouais, en fait, c'est pas un expert comptable est en mesure de dire si c'est bien ce que tu fais ou pas. C'est Ouais, pas son rôle. En fait, un avocat fiscaliste, lui, par contre, il va vraiment regarder si tout est en règle, si tu risques d'avoir des emmerdes un jour ou l'autre ou quoi, etc. ok. Et, euh, et ouais, ok. Nous, tu vois, le gros avantage sur de l'achat-revente en micro comme ça, c'est que bah, à la micro, il y a tout qui vient dans notre poche C'est ça. directement et on n'est pas emmené avec les salaires. Et c'est pour ça que moi je reste, je fais pas de resell en société parce que bah, sinon comment tu te payes, tu vois. Enfin, il faut verser des Ouais, salaires, mais j'ai pas envie de me verser, tu vois. Et avec la micro, ouais. l'avantage c'est que tu peux plafonner les 7000 euros, tu les faire tous les mois. Et puis si tu as une bonne rentabilité, finalement tu peux t'en sortir avec 5000, 4000 euros net, tu vois. Ouais. Et c'est un gros avantage, tu vois, de garder une Moi, je micro à conseille côté. même de rester comme ça, hein, parce que, sauf si vous avez vraiment un projet avec des amis qui sont dans l'achat-revente, mais à la limite, faites une même communauté, entre guillemets, et puis mettez-vous vous-même en micro derrière. Vous créez quelque chose pas une société mère, mais quelque chose de commun, et chacun a sa micro de son côté, et si vous avez,
enfin, si vous n'avez pas le but de créer vraiment une entité, comme nous, on a comme objectif, euh, bah, restez en micro, parce que en vrai, Hmm. c'est plus simple pour plein de choses. Ouais. Pour plein Après, de choses. avoir une boutique, toi, tu peux pas cumuler une micro finalement à côté de ta boutique parce que finalement, c'est la même, enfin, c'est les mêmes secteurs d'activité. C'est. Je crois que je pourrais, mais enfin déjà, enfin, si je pourrais, moi, en tant que dans l'achat-revente, quoi. Hmm. Mais Ah il faut que ouais. je revende aussi à côté. Il faut que je fasse une activité à côté hein, qui soit un peu différente quand même. Sinon, ça peut être vu comme un salariat déguisé un petit peu avec le versement. Salaire déguisé, bah pour tes. Bah, pas salariat déguisé, c'est quand tu recrutes un prestataire et que tu t'es ton seul client. Donc Ouais, finalement, c'est pas ça, mais c'est plutôt en mode. Je sais pas comment on appelle ça, mais concrètement, là, t'as un magasin, t'achètes, tu vends des articles. Si à côté, tu fais du resell sur Vinted, mais que t'achètes et tu revends les mêmes articles, même, enfin, c'est trop borderline. Enfin, moi, je sais parce que j'ai discuté là il y a pas cette semaine ouais, avec un avocat fiscaliste justement, et il y a aucune chose. Enfin, je sais plus c'est quoi, faut que tu écrives une lettre à quelqu'un, enfin à une institution, et mhm, faut qu'elle t'accorde le truc, mais encore ils vont pas se mouiller pour ça parce que sinon ça leur ouais, retombe dessus, et parce que du coup c'est eux qui prennent en lâche. Si un jour tu te fais niquer, bah du coup c'est eux qui prennent la responsabilité, donc ils vont pas mm, se mouiller pour ça. Et du coup ouais, parce que moi j'ai posé la question pour pouvoir cumuler cette micro là, faire de l'achat sur Vinted, revendre sur Vinted, et à côté pouvoir me sourcer chez des fournisseurs et revendre aux enchères des trucs, et en fait c'est trop border, tu vois. ok, c'est trop proche les Sur le deux. papier, ils sont en train de se dire, voilà, ça peut passer, mais si un jour tu te fais baiser, ils vont dire, bah non, en fait, c'est trop border, c'est trop. Ouais, Voilà. ouais, Et la seule possibilité pour toi que ça marche, c'est d'aller voir un avocat fiscaliste et de faire une lettre. Alors, du coup, j'ai plus le mot, j'ai ok, oublié. Et que du coup, ça soit l'avocat fiscaliste et l'institution, je sais plus quoi, qui t'accorde ce truc-là. Que du coup, si t'arrive un truc, ça soit eux qui prennent ok, l'entière c'est une responsabilité de galère. ça. Ouais. Mais en fait, ça aurait pu être super intéressant. Enfin, après, il y a peut-être des montages à faire, hein. Encore une fois, on n'est pas allé plus Mm. loin que ça, mais s'il y a des montages à faire, en fait, c'est magnifique. Ok, d'accord. Bon, là, on a parlé bien fiscalité, du coup. Et, bah, du coup, ouais, authenticité des produits, toi, aujourd'hui, à l'achat comme à la vente, c'est ton expérience, finalement. Tu n'utilises pas d'outils tiers. Si un petit peu pour les sneakers. Nous, on a des bases, mais on aime bien quand même vérifier en plus à côté. Surtout quand il y a un petit doute. Typiquement, on a des modèles qui sont en petite taille, d'autres qui sont en grande taille. Du coup, il y a des petites différences qui sont là. Et on n'a jamais eu la petite taille, on n'a jamais eu la grande taille. Donc, on est obligé de vérifier, de passer par d'autres applications. Donc, tu as Legitech, enfin, t'as pas mal d'applications qui existent et qui sont cool. Sinon, pour les vêtements, généralement, c'est uniquement notre expérience. On n'a pas besoin d'autre chose. Ok, C'est assez rare. ouais, ok. Et c'est pas trop indiscret, tu marges en moyenne à combien sur tes articles? Bah, ça a été une grosse question, justement. Je pense que je répondrai pas Ouais, pile, mais c'était une grosse question parce qu'en gros, à un moment donné, on était trop dépendante et du coup, on avait d'articles qui n'étaient pas à nous. Et donc, du coup, moins de marge, forcément. Et en fait, on est accompagné aussi par quelqu'un, un peu comme un incubateur en soi, qui nous aide aussi dans le développement de la société. On était beaucoup trop bas, en fait, en marge de dépôt-vente et même en marge de rachat. On était un peu bas même si ça allait. Mais du coup, le fait qu'on ait beaucoup de dépôts, en fait, ça niquait tout, la marge globale. Nous, on va essayer de faire un x2 au moins. Si on fait une grosse moyenne, on aimerait bien être sur un x2 à peu près, à chaque fois. ok, Typiquement, tu vois, les Prunex CP, je te disais 60, mais c'est parce que c'est des produits que je source facilement. Si demain, voilà, tout ce qui est luxe, c'est plus compliqué d'avoir des très très bas prix, et c'est cool pour la com, tu vois, tu parlais des articles réception, sur Casual, c'était cool des fois de pouvoir acheter un produit, limite juste pour faire de la com avec, on le revendait quasiment au même prix, et c'était ok, tu vois. Bon, ok, maintenant, c'est un peu plus compliqué, on essaie de faire quand même une bonne marge à chaque fois, mais, euh, mais ouais, on essaie de faire un x2 à peu près. ok. Et c'est à peu près à quelle période que tu as eu tes plus grosses marges de progression? Genre, une période où tu te dis, putain, là, le projet grossit super vite, on grossit super vite, voilà. Bon, en vrai, il y a eu plusieurs. On va dire qu'il y a eu 3 points. Le premier, c'est quand on a commencé à passer sur TikTok. C'est que je faisais une vidéo, on prenait 1000 abonnés sur Insta. Donc, Ah c'est ouais, fou. Et 1000 abonnés sur Insta, vu que tu nous contactais pour acheter les produits, enfin, c'est beaucoup d'argent, quoi. 1000 abonnés sur Insta. Donc sur TikTok, on a très bien fonctionné pendant un moment. Maintenant, le compte est un peu shadowban, donc bon, c'est pas très grave.
Mais ouais, il y a eu ça. Donc je me suis dit, ok, donc là, on commence à faire des 200, 400 000 vues sur TikTok. On arrive bientôt 8K sur la page. En fait, on a fait une vidéo pour les 5 000 abonnés, on avait déjà 7 000. Enfin, Hmm. c'était fou. Donc là, on s'est dit vraiment, il y a quelque chose de cool à faire. Deuxième truc, c'est vraiment le fait d'avoir pu attirer notre communauté aussi dans des villes qui étaient différentes. Donc, typiquement à Angers, on a fait un pop-up qui s'est trop bien passé. On a fait une journée de malade dans une ville qui n'est pas notre ville d'origine, quoi. Ok. Euh, donc c'était top. Il y a eu beaucoup d'engouement autour et tout, donc c'était vraiment lourd. Et troisième point, c'était la boutique, l'ouverture de la boutique, et se rendre compte que, ok, bah, les gens viennent, ils nous font confiance aussi, tu vois. Hmm, Et hmm. même là, dernièrement, tu vois, ça fait faire 2 ans que la boutique existe, on sent que on commence à vraiment être bien implanté. Dans le sens où, période de Noël, les gens, ils viennent chez nous, avec leurs darons. Où il y a des darons qui reviennent l'année d'après ou le mois d'après pour l'anniversaire du fiston, parce Ouais. qu'ils sont satisfaits aussi, tu vois. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on est très pointilleux sur la satisfaction client. C'est vrai qu'on parle business achat-revente là, mais il y a plein de trucs Oui. à dire aussi là-dessus. C'est que les messages Instagram, on répond ultra rapidement. Je m'amusais à regarder un petit peu les avis d'autres boutiques, etc. Souvent, ce qui revient, c'est oh, on m'a pas répondu à mon mail, nanana, tout ça. Ou authenticité, j'ai envoyé un message, on m'a pas répondu. Nous, on répond à tout hyper rapidement. Et ça, c'est ça depuis le début. On laisse personne sans réponse généralement. Bah, je l'ai vu, Euh, hein, parce que quand je t'ai envoyé le message, finalement, j'ai une réponse quand même assez vite aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Et encore sur Casual, tu vois, on est un peu moins actif, mais sur Archive, tu nous envoies un message dans la journée, on répond direct, quoi. hmm. Euh, mais voilà, ça c'est, tu vois, c'est quelque chose d'important. Et donc ça, on le voit aussi au fur et à mesure et ça continue d'évoluer. Le fait que, ok, on est implanté, les gens nous font confiance, les gens sont satisfaits et c'est trop cool. Et c'est d'autant plus satisfaisant aussi pour nous, quoi. Ok, ça marche. Tu vends des sacs aujourd'hui ou t'es resté vraiment sur du Stone Island? Cette question, j'aurais dû la poser au début finalement, mais enfin, de toute façon, il y aura une vidéo qui sera mise au début du podcast ou n'importe quand dans le podcast qui montre un peu ton magasin, une vidéo que tu m'enverras. Ouais, ouais, carrément. Tes produits aujourd'hui, c'est quoi? Tu vends le plus, Nous, tes produits que t'as, genre. bah, le crew Nextone et CP Simple, c'est ce qu'on vend le plus, je pense. Après, par période, on a des produits qui marchent plus ou moins bien. Euh, les Polo Stone, les t-shirts Stone, tu vois, c'est des choses qui galèrent à se revendre sur Unité. Nous, on les vend très bien, quoi. L'été. Donc ça, c'est trop cool. Pareil, les sneakers, c'est un peu aléatoire. On a des modèles qui partent super bien d'un coup, on sait pas trop pourquoi, et qui partent plus trop après. Et puis finalement, quand on en a plus, on nous en demande. Donc c'est assez aléatoire quand même les ventes en boutique. Pareil, au niveau détail, on me demande du S, j'ai du S, on me demande du L, et ainsi de suite. Et pour répondre à ta question, non, on vend pas encore de sacs. Pour l'instant, on est uniquement sur vêtements et chaussures. Et du coup, on n'a pas d'accessoires du tout. Donc ça pourrait être ceinture, porte-monnaie, bague, sac, casquette, chapeau, Ok, bonnet. Ça pourrait être plein de choses. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion d'en exposer en boutique. En fait, on n'a pas de quoi exposer. On va rajouter, je pense, des planches au-dessus d'important ouais, pour pouvoir exposer ça. Donc on sera intéressé à un moment donné. Mais pour l'instant, on n'en propose pas. ok. C'est quoi pour toi ton plus gros levier aujourd'hui? Quand je dis ton plus gros levier, c'est la plus grosse valeur ajoutée que tu peux avoir, même si j'anticipe un peu la réponse, mais En vrai, nous, bah, déjà, c'est l'authenticité aussi. On a quand même pas mal, pareil, je ne citerai pas de nom, mais il y a quand même pas mal de boutiques ou boutiques en ligne qui ont de la contrefaçon. Parce qu'ils ont des débits qui sont énormes. ouais, Nous, en vrai, c'est des gros débits, mais on est toute une équipe derrière et on prend le temps quand même, même si ça doit prendre un peu plus de temps sur l'authentification, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on prend le temps d'authentifier. Si on a le moindre doute, on renvoie. Nous, l'authenticité, en vrai, c'est quelque chose qu'on a à cœur depuis le tout début. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment un point fort. Après, du coup, il y a là aussi la mise en valeur des produits. On a toujours passé beaucoup de temps sur un seul produit, dans le sens où sur le site, on a 6-7 photos de nos produits sur important avec notre logo brandé, avec un détourage, une description qui est quand même plutôt bien détaillée. Tu vois, tout ça, je pense que ça porte une valeur. Et c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui achètent aussi 150 balles un Konex CP ou Stone sur notre site, alors qu'ils n'ont pas essayé le produit, tu vois. ouais. Et que maintenant, en fait, il y a beaucoup de concurrence. Nous, on a commencé le Stone SCP quand il y avait personne quasiment qui en vendait. Là, maintenant, il y a plein de concurrence, donc euh, les gens pourraient très bien aller autre part. Nous, je sais qu'on a cette image un peu clean, quand même, et qu'on veut garder. Ok, donc vraiment l'authenticité chez Archive, chez Casolaria, c'est vraiment, vous êtes vraiment très pointilleux dessus. Tout Ouais, comme en fait finalement l'expérience client et les ouais, retours ouais, clients. ouais. Ok.
Qu'est-ce que tu as automatisé aujourd'hui? Est-ce que tu as automatisé des choses? Est-ce que tu te sers de l'IA? Est-ce que l'IA va peut-être remplacer certains trucs chez toi? Est-ce que... Parle-nous de ça. Pas tant. En fait, dans l'automatisation des tâches, oui, bah, je vais te dire le détourage, mais c'est assez simple, tu vois. Oui, Le photo. détourage photo, ouais. On sélectionne toute une galerie et ça nous enlève le fond et point, tu vois. Euh, Pareil, toutes les semaines, du coup, on a les articles qui arrivent, on les authentifie, on les étiquette, on les rentre sur un sheet et après, ça part, tu vois. Euh, donc, on n'a pas vraiment automatisé de choses réellement. Vraiment, d'un point de vue, on n'a plus rien à faire, tu vois. À part que, pareil, quand on rentre un article, il se publie automatiquement au drop le dimanche à 18h, mais sinon, c'est tout, quoi. On n'a pas fait trop d'automatisation, même si au fur et à mesure du temps, nos process, par contre, nous permettent d'être rapides et efficaces sur ce qu'on fait. Ok. Tu utilises l'IA? Un petit peu. On a fait des blogs sur le site, mais d'un point de vue référencement, avec un peu d'IA, des fois, pour certains trucs, des idées, oui, on le fait. Ou pour la réponse de mail, mais que, tu vois, comme tout le monde le fait, je pense. Mhm. On n'a pas de... En tout cas, on n'est pas précurseur là-dessus du tout. Ok. Euh, je- Après, j'ai encore un petit truc qui fait que, enfin, typiquement, les photos portées avec IA, je suis pas fan, tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr. Je suis pas Si ça fan non plus. fonctionne, tant mieux. On avait déjà Mais essayé. J'ai même fait une vidéo qui avait super bien marché au moment où bah, c'était, ouais, ça marchait. La vidéo tourne encore. Les gens en font, mais les gens en fait, je l'ai supprimé cette vidéo, mais mm, sur Vinted en tout cas, les gens sont ban. Enfin, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en mode ouais, mais les ok, photos IA, trop, etc. Mais il ouais. y a un gros risque de ban en fait sur Vinted avec quand vous mettez des photos IA. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a totalement arrêté. Et puis même, Même ça se sent, en je fait, c'est trouve. Enfin, traître. peut-être Ça que se nous, on est tente. jeunes aussi, mais enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ne le voient pas, tu vois. Mais je trouve que Oui. ça sent, ça pue, quoi. Oui, et puis même au-delà de ça, en fait, ça peut fausser totalement la coupe. La Ouais, coupe, en fait, est pas du tout. C'est une coupe, ça a vraiment un impact réellement sur sur la photo portée, en fait. Et si mm, la photo portée reflète pas du tout la coupe, bah en fait, tu prends le risque d'envoyer un article qui va pas aller à la personne et qui va. Du coup, il y a beaucoup plus de pourcentage de chances qu'elle le renvoie, tu vois. mhm. Donc c'est pour ça que les photos VH, je suis contre parce que finalement, tu penses gagner du temps en gagnant du temps sur tes photos, mais tu perds du temps finalement parce que tes articles te reviennent et c'est mon avis, c'est de ce que Ouais. j'ai pu tester et de En ce plus, que tu peux vraiment la prendre la photo toi-même. Enfin, tu mets un trépied et tu te prends en photo. En vrai, elle va être tout aussi cool la photo. ouais, c'est juste que ça prend moins de temps avec l'IA, mais c'est pour ça que les Ouais, gens le font et que les photos ouais, sont plus propres, et vu que tout le monde dit sur les réseaux, et que je le dis aussi, mais beaucoup moins maintenant, mais qu'il faut avoir des photos très clean sur Vinted pour vendre ouais, plus, ça c'est vrai, mais faut pas non plus avoir des photos de pro, etc., que ça fasse trop pro, parce qu'aujourd'hui les gens veulent pas acheter des pros sur Vinted. ouais. Donc moi aujourd'hui je suis tranché, Tu hein, conseilles, par exemple, de détourer des photos sur LinkedIn ou non? non, pas sur Vinted. Ouais, Aujourd'hui, bah, d'accord. c'est simple. Moi, tous mes comptes vendeurs aujourd'hui sont des comptes de particuliers où c'est des darons qui sont irreconnaissables. Genre aujourd'hui, des resellers se baladent sur Vinted. Les bons resellers savent reconnaître que c'est un compte de vente, mais Ouais. faut le savoir, tu vois. Mhm. J'utilise pas des fonds de resellers, j'ai pas des photos, les meilleures photos au monde, Avec etc. la plante, c'est... J'ai un fond vraiment décor de daron, tu vois. Ok, Le compte est fait typiquement daron, j'ai aucun truc, enfin j'ai rien qui fait, tu vois. Et je vends beaucoup mieux. Je ressens que je vends beaucoup mieux, honnêtement. Et de toute façon, on le voit, genre, enfin, c'est juste un fait. Aujourd'hui, tu regardes les reportages sur M6, les reportages sur machin sur Vinted, dès que les gens voient des resellers, ça les dégoûte et ils s'empressent d'aller signaler les comptes, tu vois. Là, ouais, l'exemple qui vient en tête, c'était Bartorico quand il est passé sur M6. Et bah, il s'est fait sauter son compte dans la soirée. Il est obligé de modifier les noms, faire des trucs à la con, mm, tu vois, parce que mentalité. Mais ces gens-là sont sur Vinted. Donc ces gens-là, en fait, si de base à chercher un article, elles vont voir que t'es marqué en pro, elles vont voir que t'es reseller, elles vont avoir beaucoup moins ouais, envie d'acheter. Ça marche, hein, franchement. Moi, je conseille d'être en société et de faire du grossiste, ça marche. C'est une méthode qui marche super bien, mais de mon ressenti, tu vendrais plus si ça ferait moins professionnel comme ça, tu vois. ouais. Et moi, je le ressens que je vends très très bien sur ces comptes-là, tu vois. Donc ça, bon, c'est mon avis en fonction de tout ce que j'ai pu faire, mes années d'expérience, des tests, des A/B testing de comptes, etc. Ok. Mais voilà. Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué depuis depuis Casual Area, que ce soit en boutique, des trucs un peu drôles, ou des trucs où t'as, je sais pas, des trucs qui t'ont marqué, genre. En vrai, je vais raconter un truc un peu drôle, mais enfin, qui était pas assez drôle que ça. C'est qu'on a lancé le nettoyage sneakers à la boutique. On n'était pas. Enfin, en gros, on nettoie nous-mêmes les chaussures qui sont mises ensuite à la boutique et tout ça. Du coup, on avait déjà une petite expérience, mais on n'est pas non plus des restaurateurs, quoi. Euh, où on va pas rénover la paire.
Et un jour, on nous a donné une paire de hauteries qu'on a nettoyées. Et le cuir, en fait, bleu, a déteint sur toute la paire. Ah putain, tu lui as niqué sa paire. En gros, ouais. Et en plus, en plus, on avait fait gagner, donc c'était un cadeau empoisonné. Ouais. Et le mec était super pressé. On n'a jamais eu un mec aussi pressé, tu vois, en nettoyage sneakers. Il fallait que ça tombe sur lui, tu vois. Il était super pressé, il nous relançait tout le temps, sauf que nous, on essayait de rattraper la tâche, tu vois. Et donc, on a testé plein de produits, justement, on a essayé de ChatGPT, c'était horrible, il nous a fait faire n'importe quoi. Et en fait, une fois que tu mets des produits dessus, donc ça nous a fait quand même apprendre des choses, hein. C'est pour ça que je le raconte en rigolant, quoi. Mais on a mis plein de produits dessus, et en fait, quand tu remets des produits derrière, ça va plus fonctionner, ce qu'il est en train de te dire. Du coup, il me rappelait tous les 2 jours, etc., parce que c'est mon numéro qui est affilié à celui de la boutique. Jusqu'à ce que sa mère appelle, non, passe en boutique. Mon alternant m'a donné le téléphone et commençait à dire, ouais, je vais porter plainte, vous nous avez volé la paire, elle est où? Et j'ai dû un peu baratiner en disant que elle était à Paris enfin, pas à Paris, mais qu'elle était dans un de nos locaux Ouais. en train d'être nettoyée. Et en fait, on l'avait envoyé à la clinique, du coup, dédicace à eux. Ouais. Euh, Ils sont trop forts, ils ont réussi à restaurer la paire. Ah ouais. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment dans la restauration. C'est-à-dire que c'est pas du nettoyage, Ouais. t'as une couleur, une encre qui est incrustée sur une partie en nylon et une partie en mèche, donc c'est horrible. Euh, donc voilà, ça c'était un peu marrant, mais enfin pas sur le moment, mais On n'est pas sur le allez, moment du coup. c'était drôle. Sinon, bah, Ok. c'est un petit peu les choses que je t'ai dit. C'est toujours cool de voir un petit peu. Tu sais, quand on faisait une vidéo, il y a une vidéo où je me suis dit, vas-y, je la poste pas en fait. Et je l'ai postée. Et c'est elle qui a fait quasiment le plus de vues et qui nous avait rapporté 1000 ou 1500 abonnés d'un coup sur Insta, quoi, derrière. Et c'était juste, tout le monde a besoin de cette veste cet hiver. Je crois que c'était une sans manche. TikTok, Et c'est j'ai ça refait qui 2, 3 fois ce fonctionne, hein. truc-là. Et c'était un truc de fou. Et cette vidéo-là, je me rappelle que j'étais en mode, bah non, je la mets pas. Alors qu'elle a quasiment été déclencheur dans la suite, quoi. Et ça t'a rapporté finalement énormément de clients, une croissance, Ouais, de un fou, TikTok à la con de quoi. fou. Et on l'a fait 2, 3 fois après avec d'autres vestes et tout, et ça marchait trop bien, tu vois. Donc c'était une bonne recette. Ouais. Mais sinon, il doit y avoir plein de choses que j'ai oubliées. Des rappeurs qui nous ont contactés à l'époque, et en fait, maintenant ils sont connus, tu vois. Donc c'est cool. C'est Ah marrant. ouais, putain, le seum, imagine. Tu lui mets un gros tose et le mec il. Bah, nous, c'était ça. Bah, en gros, c'est Ginoué. Il nous avait dit, ouais, est-ce que vous pouvez me filer cette veste et tout? Et on avait dit non. Ouais. Et en fait, maintenant, tu vois, il est archi connu, tu vois. C'est qui? Ginoué. Ah, ok, moi j'écoute pas C'est trop. J9 avec UEVE, mais je pense que je te montrerai plus tard. Ok. Mais tu vois, c'est un mec assez connu. On a travaillé aussi un peu avec Kraska, donc ça, c'est trop cool, c'est une trop bonne rencontre. Ah ouais, En tout ok. cas, le fait d'avoir pas mal d'abonnés sur Casual, à un moment donné, nous a apporté pas mal de contacts et c'est génial. Ok, d'accord. Bah écoute, on a presque fini. En vrai, je vais finir deux, trois petites questions. Euh, Est-ce que t'aurais euh, un mauvais conseil que t'entends souvent sur la revente, sur la vente, sur parce que là en fait le gros point commun que tu as finalement avec tous les resellers, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est bah, surtout la vente, finalement la partie Mhm. vente, parce que tu vends des produits finalement haut de gamme, etc. Est-ce que tu as des conseils à nous apporter sur ça ou... Bah, si vous avez une communauté, faire bien attention à l'authenticité, forcément. Du coup, bah, vu que c'est une des choses qui Ouais, nous ont mis beaucoup de valeur pour nous, ne pas hésiter à vlogger un petit peu ses journées. Comme je disais, enfin, vous voyez, ça m'a un peu saoulé, moi, de juste prendre des photos, envoyer des colis. Et c'était le fait d'animer une communauté derrière qui m'a plu. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme nous, on l'a fait à l'époque, dans le sens où c'était sur mm, Instagram, avec des stories, des sondages, etc. Là, vous pouvez très bien, maintenant, il y a TikTok, tu lances enfin, tu fais tourner ta vidéo, et après, c'est parti, quoi. Donc ok, ça peut être cool si c'est quelque chose qui peut plaire. Et le bon conseil que j'ai à donner quand même, c'est n'attendez pas que ça soit parfait pour vous lancer. Dans le sens où nous, Casual, on a lancé le truc avec un logo fait sur Canva horrible, des photos qui étaient pas belles, des articles parfois qui étaient tachés ou troués. Et même sur TikTok, on a fait des trends qui n'ont pas marché au début. Et au final, c'est au fur et à mesure du temps où on a appris à faire quelque chose de clean, quoi. ouais, Et je suis content que d'ailleurs, on est arrivé à un moment donné où on était quand même très pro sur plein de choses, et la boutique est arrivée à ce moment-là, et donc ça tombait pile. Par contre, la boutique, si on l'avait lancée dès le départ, qu'on n'avait pas de stock et tout, je sais que le démarrage aurait été plus compliqué. ouais, Mais il faut pas attendre que tout soit parfait, d'avoir la Osmo, un putain de micro pour se lancer. Pareil, nous, les vidéos TikTok qui fonctionnaient mieux, on n'avait pas de micro, et maintenant j'en ai un, c'est cool. Le mm, son de la qualité est top, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que vous fassiez ce que vous aimez, et puis de se lancer, parce que sinon, vous ne le ferez jamais.
moi, je suis un peu perfectionniste et donc je sais que j'ai pas mal de gens enfin, de potes qui le sont aussi. Et du coup, ils se lancent pas parce qu'ils attendent que tout soit parfait ou ils attendent d'avoir ça, ci, cela. Et en fait, c'est dommage, quoi. Donc Exactement. Franchement, je te voilà. rejoins totalement sur ce conseil-là. Et, parce que aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est ce que j'essaie d'instaurer le plus possible et de faire ressentir à travers mes réseaux. Ce que je dis, c'est que vraiment, faut exécuter. Faut exécuter. Et puis que ça marche pas, c'est pas grave. En tout cas, tu auras essayé, ça t'aura apporté des choses que tu auras appris. Parce que finalement, tu apprends tes échecs et c'est là où tu rebondis et que tu es capable de faire des meilleures choses. Mais ok, Totalement. je suis Tu vois, totalement typiquement, on avait d'accord. lancé des bonnets Casolaria, ça n'a pas hyper bien fonctionné, tu vois. On Hmm, avait commandé trop et tout, et c'est pas grave. Et aujourd'hui, on refait de la SAP, mais cette fois-ci pour notre boutique. hmm, Ça nous a permis de tester quelques fournisseurs de SAP, de voir un petit peu ce qu'aimaient les gens, et de voir si. Enfin, faut se lancer, par contre, faites les choses progressivement, quoi. Lâchez pas, enfin, du coup, tu accompagnes les gens, mais lâchez pas 5K d'un coup dans un fournisseur que vous connaissez pas, alors que vous y connaissez rien en achat-revente, ni sur l'authenticité. L'autre jour, on m'a demandé sur Casual, ouais, j'ai envie d'ouvrir une boutique, enfin, je commence par quoi? Vous chopez où vos articles? Parce que moi, j'en ai pas. Genre, mec, enfin, sans être méchant, mais trouve d'abord hmm. comment trouver des produits toi-même, apprends à authentifier, et là, à ce moment-là, tu penseras, et lance-toi sur Internet d'abord. Et là, à ce moment-là, quand tu auras ce niveau-là, tente d'ouvrir une boutique. Mais si tu veux ouvrir une boutique d'un coup, tu sais pas où sourcer des sneakers, tu sais pas comment faire gérer un contrat de dépôt-vente, tu sais pas comment laver des produits ou les authentifier, t'as pas de couturière à dispo, mais mec, tu vas. C'est un crash direct, quoi. Ouais, Donc, il faut faire les choses petit à ouais, petit. ok. Mais il faut se lancer quand même. Ouais, quand même. Sinon, on fait jamais rien. C'est sûr. Tu te vois où dans. Souvent, je dis, tu te vois où dans 3 ans? 3 ans, c'est peut-être trop, mais dans 1 an? Bah nous, du coup, on réfléchit sur la vision. Pareil, je ne peux pas trop en parler, du coup, mais bah, Ouais, vous pourrez suivre Casual et Archive sur nos réseaux sociaux respectifs. Casual, je pense que... Enfin, même ça, tu vois, je sais pas. Casual, ça fonctionne moins bien quand même sur la partie en ligne. Le site tourne toujours, mais sans qu'on ait grand-chose à faire. On ne sait pas si on change de nom, du coup. Si Casual Area ne devrait pas archive.com, tu vois, la partie en ligne. rebranding. Ouais, donc on sait pas trop, mais on est en train de travailler là-dessus. Est-ce qu'on ouvre d'autres boutiques? Est-ce qu'on ouvre une boutique plus grande? Euh, Est-ce qu'on fait des pop-up stores un peu partout en France? Il y a plein d'idées. Maintenant, la suite, faut voir hein, d'un point de vue budget Ok, et d'un point de vue stratégique. Mais du coup, je ne saurais pas trop te répondre. Mais grosso modo, je t'ai quand même donné quelques petites réponses. ouais. T'es en train de lancer des projets, tu veux pas nous Ouais, teaser, mais tu lances des trucs, donc finalement, ce qu'on ouais. peut te souhaiter, c'est que ça marche, Mhm. que ces projets, bah, du coup, déjà voient le jour et qu'en plus ils marchent. Donc, ok, trop cool. Et si t'avais une personne que t'aimerais voir dans le prochain podcast, ça serait qui? Bah, Nathan, ça peut être cool, il évolue pas mal. Tu vois, sur ses techniques de vente, etc. Il a eu son site, il a la Whatnot en ce moment, il vlog pas mal et tout, donc ça peut être cool. Après, t'as Val Rissel. Ok, Val Sneakers ou Val Rissel, je ouais. me trompe tout le temps sur les noms. Mais Val, je pense que ça peut être très intéressant. Pareil, il est passé par plein de types de produits. Des fois, il arrête, des fois, il reprend. Et je pense qu'il a un putain de parcours. Oui, il est déjà passé à la boutique, c'est un mec qui est super sympa. Ouais. Donc je pense que ça serait bien de voir avec lui. Mhm. Ok, très bien. Eh ben écoute, merci de nous avoir écoutés. Si jamais, bah, du coup, comme Enzo, vous avez des guests qui vous viennent en tête, que vous avez envie de voir sur la chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire encore une fois, parce que là, depuis que j'ai lancé la chaîne, il n'y a personne qui a proposé réellement, donc faites-le, vraiment. Donc voilà, de toute façon, plus la chaîne grossit, plus on a de guests, plus forcément on peut aller chercher des gros guests finalement derrière. J'en ai déjà en tête dans la liste. Donc merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve plus tard dans le prochain épisode. Merci Enzo, et merci tout le monde. Merci à toi.